Marche un peu. Arrête de faire le bébé, a crié ma femme alors que je gisais immobile sur le sol. Le frère de ma femme se tenait là avec un sourire narquois tandis que sa sœur m'accusait de gâcher son anniversaire. Mais lorsque l'ambulancière a vu que je ne pouvais plus bouger mes jambes, elle a immédiatement appelé des renforts de police. L'IRM allait révéler. Vous connaissez ce sentiment quand vous entrez dans une pièce et que vous savez immédiatement que vous n'êtes pas à votre place? C'est exactement ce que j'ai ressenti, debout sur la terrasse de la piscine de Marissa, en regardant les gouttes de pluie s'accrocher encore aux meubles de jardin luxueux comme si elles avaient peur de lâcher prise. Et franchement, je ne pouvais pas leur en vouloir. J'avais peur de lâcher prise moi aussi, mais pas d'une simple chaise de patio hors de prix. J'avais peur de ce que toute cette fichue fête représentait. Le béton sous mes bottes de travail était glissant, et je continuais de me traîner vers le bord de la piscine, essayant de me fondre dans le décor comme je le faisais toujours lors de ces réunions de famille. Mes bottes à embouts d'acier semblaient complètement déplacées au milieu de toutes les sandales de créateurs et des chaussures bateaux éparpillées sur la terrasse. Tous les autres avaient l'air de sortir d'un catalogue de country club. Et moi, j'étais là, dans mon pantalon kaki froissé et mon polo d'entreprise, sentant encore l'entrepôt après mon double service de ce matin. Tracy était de l'autre côté du jardin. Et bon sang, elle avait l'air parfaitement à l'aise avec les siens. Elle avait ce rire, vous savez, celui où elle rejette la tête en arrière et exhibe ses dents parfaitement blanches que son père lui a payées. Elle serrait un cocktail sophistiqué qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une journée, debout à côté de son frère Brent et de sa sœur Marissa comme s'ils posaient pour un magazine. Les enfants prodiges, tous les trois, avec leur vie parfaite et leurs problèmes parfaits. J'aurais dû rester à la maison. J'aurais dû dire à Tracy que j'étais trop fatigué, trop occupé, trop n'importe quoi. Mais on ne dit pas non aux Henderson quand ils organisent une fête, pas si vous êtes marié à l'un d'entre eux en tout cas. Pas si vous voulez préserver la paix dans votre propre maison. La fête battait son plein autour de moi. Des enfants éclaboussaient dans la piscine. Des adultes réseautaient autour de vin et de fromage dont je ne pouvais pas prononcer les noms. Je reconnaissais la plupart des visages des réunions de famille précédentes, mais reconnaître n'est pas synonyme d'appartenir. Ces gens savaient exactement ce que j'étais, le mari prolo de Tracy qui ne correspondait pas tout à fait à leur moule. Le type qui réparait des trucs et déplaçait des cartons pendant que déplaçait de l'argent et concluait des affaires. Je m'occupais de mes affaires. Vraiment, j'étais juste là, à regarder l'eau onduler dans la piscine, en pensant aux heures supplémentaires que je devrais faire pour payer la facture d'électricité ce mois-ci, quand je l'ai vu arriver. Brent, avec cette démarche arrogante qui criait le privilège et le droit à tout à 50 mètres de distance. Il avait ce regard dans les yeux, le même qu'il avait depuis le jour où j'ai épousé sa sœur. Ce regard qui disait qu'il allait s'amuser et que j'allais être le divertissement. Everett. Sa voix a tranché le brouhaha de la fête comme un couteau dans du beurre. Voilà mon beau-frère préféré. Préféré et unique, mais qui compte? J'ai forcé un sourire et je lui ai fait un signe de tête. Salut, Brent. Super fête. Tu sais ce qu'il manque à cette fête? Il souriait maintenant, ce sourire de requin qui me tordait l'estomac. Un peu d'excitation. Du vrai plaisir. Je sentais déjà les regards sur nous. Les autres invités, sentant que quelque chose allait se passer, se tournaient pour regarder comme si nous étions l'attraction principale. C'était toujours comme ça avec Brent. Il avait besoin d'un public pour ses jeux, besoin de témoins de sa domination, et j'étais toujours sa cible favorite. Allez, Everett, a-t-il crié assez fort pour que tout le monde entende. Montrons à ces gens ce qu'est du vrai plaisir. J'ai fait un pas en arrière, ma botte raclant le béton mouillé. Ça va pour moi, mec. Vraiment, je profite juste de la fête. Mais Brent n'acceptait pas un non comme réponse. Il ne l'a jamais fait. C'est à ce moment-là que j'ai senti sa main se refermer sur mon bras. Pas amicale, pas joueuse, mais possessive, comme si j'étais sa propriété dont il pouvait disposer à sa guise. Non, 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 ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme, en essayant de ne pas faire de scène. Brent, je suis en tenue de travail, mec. Je ne veux pas. Ne sois pas un tel rabat-joie, la voix de Tracy a coupé mes protestations comme si elle grondait un enfant. Elle n'a même pas levé les yeux de sa conversation, se contentant de faire un geste dédaigneux de la main dans ma direction. C'est la journée de Marissa, Everett. Arrête d'être aussi dramatique.
Dramatique. C'était toujours son mot pour moi quand j'essayais de poser des limites, quand j'essayais de dire non à l'idée que sa famille se faisait du plaisir, quand je ne voulais pas être la cible de leurs blagues ou de leurs jeux. Dramatique. Marissa est intervenue de l'autre côté de la terrasse, sa voix tranchante d'irritation. Sérieusement, Everett, peux-tu simplement coopérer pour une fois? C'est censé être ma journée spéciale. La foule regardait maintenant. Tous attendaient de voir ce qui allait se passer ensuite, de voir si je serais bon joueur ou si je gâcherais la fête avec mon drame. La pression était suffocante, mais elle était aussi familière. C'était toujours comme ça dans la famille de Tracy. On jouait le jeu où on était le problème. La prise de Brent s'est resserrée sur mon bras. Tu vois? Même la reine de la fête veut que tu t'amuses. Allez, petit frère. Petit frère. J'avais 34 ans, mais pour Brent, je serais toujours le petit frère qu'il fallait remettre à sa place. L'étranger à qui il fallait rappeler sa position dans la hiérarchie familiale. Brent, s'il te plaît, ai-je essayé une dernière fois, mais ma voix a été noyée par ses rires et les encouragements de la foule. Quelqu'un a crié, fais-le. Quelqu'un d'autre sortait déjà son téléphone pour enregistrer ce qui allait se passer. C'est alors que Brent m'a fait tournoyer violemment, comme si j'étais un jouet, comme si je ne pesais rien du tout. Le monde a basculé, et j'ai senti mes pieds quitter le sol. Pendant une fraction de seconde, j'étais en l'air, complètement à la merci de l'élan, de la gravité et de l'idée que Brent se faisait du divertissement. Je n'étais pas un enfant. J'étais un homme adulte avec des responsabilités, des factures et un mal de dos dû à des années de travail en entrepôt. Mais à ce moment-là, tournoyant dans les airs avec le son des rires remplissant mes oreilles, je me sentais aussi impuissant qu'un gamin harcelé dans une cour de récréation. Le bord de la piscine était juste derrière moi, je pouvais le voir se rapprocher à toute vitesse pendant que je tournais. Je pouvais voir les marches en béton qui descendaient dans l'eau. Du béton dur et impitoyable qui se fichait des fêtes d'anniversaire, des dynamiques familiales ou de préserver la paix. C'était censé n'être qu'une blague, n'est-ce pas? Juste Brent étant Brent. Juste un amusement familial dont je rirai plus tard. C'est ce que Tracy dirait après, ce qu'ils diraient tous, juste un amusement inoffensif qui est allé un peu trop loin. Mais alors que je sentais les mains de Brent me relâcher, alors que je me sentais tomber en arrière vers ces marches en béton, je savais que ça n'allait pas être drôle du tout. Avez-vous déjà eu un de ces moments où tout ralentit, comme si vous regardiez la scène arriver à quelqu'un d'autre? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand Brent m'a lâché. Une seconde, je tourbillonnais dans les airs comme dans une sorte de manège tordu, et la suivante, je me regardais tomber en arrière dans ce qui semblait être un ralenti. Mes bras s'agitaient, essayant de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait que du vide et le son des gens qui riaient. Le rire était le pire. Pas la chute, pas même la peur de ce qui allait arriver, mais d'entendre tous ces gens trouver ma terreur hilarante. Comme si ma panique était la chute d'une blague dont je ne faisais pas partie. Je pouvais voir Tracy du coin de l'œil pendant que je tournais. Tenant toujours ce fichu cocktail. Arborant toujours cette expression comme si je l'embarrassais simplement par mon existence. Ses lèvres bougeaient, se plaignant probablement à quiconque voulait bien l'écouter de la façon dont je devais toujours tout ramener à moi. Classique Tracy. Même quand j'étais littéralement en train de tomber, elle ramenait ça à la façon dont ça l'affectait. Le temps s'était tiré comme de la tire d'érable alors que je trébuchais en pleine rotation, mes bottes de travail essayant de trouver une prise sur le béton mouillé mais ne trouvant qu'une surface glissante et la gravité qui m'attirait vers le bas. Mon corps était complètement déséquilibré, mes bras moulinant inutilement alors que je réalisais avec une clarté cristalline où je me dirigeais. Les marches en béton. Bon Dieu, les marches en béton. Je les avais remarquées plus tôt en essayant de ne déranger personne. 3 marches aux arêtes vives menant au petit bain de la piscine. De la pierre d'aspect coûteux, probablement un marbre italien sophistiqué qui coûtait plus cher que mon camion. Beau à regarder, mais dur comme de la pierre et totalement impitoyable. Mon dos a heurté ces marches avec un son que je n'oublierai jamais. Pas un bruit sourd, pas un plouf, mais un craquement. Un craquement sec et définitif qui a semblé résonner dans tout le jardin comme un coup de feu. Le genre de son qui fait taire tout le monde, ne serait-ce que pour une seconde. Mais ils ne se sont pas tus. Ils n'ont même pas arrêté de rire. La douleur a été immédiate et absolue. Pas comme quand on se cogne le tibia sur une table basse ou qu'on se cogne un orteil. C'était différent.
C'était mon monde entier qui se réduisait soudainement à un seul point d'agonie qui irradiait depuis le bas de mon dos comme un éclair. J'ai essayé d'inspirer, mais mes poumons semblaient avoir oublié comment fonctionner. J'étais allongé là, sur ces fichues marches, à moitié dans la piscine, à moitié dehors, ma chemise de travail trempée et collée à ma peau. L'eau était chaude contre mon dos, mais je ne sentais rien en dessous de ma taille. Rien. Comme si quelqu'un venait d'effacer la moitié inférieure de mon corps. Marche un peu, Everett, la voix de Tracy a percé le brouillard de douleur et de choc. Elle me criait dessus, sa voix tranchante d'irritation et d'embarras. Tu nous mets dans l'embarras. Ne fais pas le bébé. Un bébé? Je ne sentais plus mes jambes, je ne pouvais plus respirer correctement, et elle me traitait de bébé devant tous ses amis et sa famille. J'ai essayé de tourner la tête pour la regarder, pour essayer de lui faire comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas, mais elle ne me regardait même pas. Elle regardait ses invités, essayant probablement d'évaluer l'ampleur des dégâts à limiter. La voix de Marissa s'est ajoutée depuis le patio. Bien sûr, dit-elle, son ton suintant la frustration. Bien sûr qu'il fait son drame le jour de mon anniversaire. Mon unique journée spéciale, et il faut qu'il ramène tout à lui. Mon unique journée spéciale. Comme si j'avais planifié ça, comme si j'avais demandé à Bren de m'attraper et de me jeter sur ces marches de piscine sophistiquées juste pour lui voler la vedette. L'absurdité de la situation aurait été drôle si j'avais pu sentir quelque chose en dessous de ma taille. J'ai essayé de parler, d'essayer de leur dire que quelque chose n'allait vraiment pas, mais ma voix est sortie à peine comme un murmure. Je ne peux pas bouger mes jambes. Les mots sont restés en suspens dans l'air un instant, mais personne ne semblait les entendre par-dessus le son de leurs propres plaintes et excuses. Brent était quelque part derrière moi, essayant probablement de trouver comment tourner ça en une autre blague. Les autres invités commençaient à retourner à leur conversation, le divertissement étant apparemment terminé. Mais alors, tout a changé. Samantha, une des amies de Marissa que j'avais à peine remarquée auparavant, est soudainement apparue à côté de moi alors que tout le monde se plaignait et gémissait à propos de leur fête gâchée. Elle me regardait vraiment, avec une sorte d'attention concentrée qui m'a fait réaliser qu'elle n'était pas juste une autre princesse de country club. Et, dit-elle, sa voix calme mais urgente alors qu'elle s'agenouillait à côté de moi. Et, vous m'entendez? J'ai hoché la tête, ou j'ai essayé. Tout me semblait déconnecté, comme si ma tête flottait séparément du reste de mon corps. Il faut que vous essayiez quelque chose pour moi, d'accord? Ses mains se déplaçaient sur mes jambes, vérifiant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Vous sentez ça? Elle a appuyé sur mon tibia, puis sur ma cuisse, puis sur ma cheville. Rien. Absolument rien. Pouvez-vous remuer vos orteils pour moi? J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé si fort. J'ai fixé mes pieds, leur ordonnant de bouger, concentrant chaque once d'énergie qu'il me restait pour juste faire frétiller mes orteils. Mais c'était comme envoyer des signaux à un téléphone qui avait été déconnecté. Le message ne passait pas. Le visage de Samantha est devenu blanc. Pas pâle, pas inquiet. Blanc. La couleur a quitté ses joues si vite que c'était comme regarder quelqu'un vider une baignoire. Personne ne le touche, dit-elle, sa voix portant soudainement le genre d'autorité qui a fait taire tout le monde. Personne ne le déplace. Les rires se sont tus. Enfin, Dieu merci, les rires se sont tus. Qu'est-ce qu'il a? La voix de Tracy avait changé maintenant, moins irritée et plus inquiète, comme si elle commençait peut-être à réaliser que ce n'était pas juste moi qui faisais mon cinéma. Ça pourrait être la colonne vertébrale, dit Samantha, sortant déjà son téléphone. Ça pourrait être très, très grave. La colonne vertébrale? Le mot flottait dans l'air comme une sentence de mort. Je savais ce que ça voulait dire. Même à travers le choc et la douleur, j'avais vu assez de films, entendu assez d'histoires. Colonne vertébrale signifiait fauteuil roulant. Colonne vertébrale signifiait ne plus jamais marcher. Les marches en béton s'enfonçaient toujours dans mon dos, mais je ne les sentais plus. Je ne sentais plus l'eau chaude de la piscine qui clapotait sur mes flancs. Je ne sentais plus du tout mes jambes. Juste un poids mort. Juste le néant. Le changement d'ambiance fut instantané. Un moment, tout le monde traitait cela comme une scène de comédie burlesque. Et le suivant, la voix de Samantha a tranché le brouhaha de la fête comme un scalpel à travers la peau. Reculez tous, maintenant.
Elle ne demandait pas, elle commandait. Et quelque chose dans son ton a même fait taire Brent pour une fois. Je suis sérieuse. Éloignez-vous de lui. Personne ne le touche. Personne ne le déplace. Personne ne fait rien. J'étais toujours allongé sur ces marches en béton, avec l'impression de regarder toute cette scène se dérouler depuis un point extérieur à mon propre corps. L'eau de la piscine se réchauffait autour de moi, ou peut-être que c'était moi qui me refroidissais. Difficile à dire quand la moitié de votre corps est pratiquement hors service. Samantha était accroupie à côté de moi, ses mains planant au-dessus de moi sans tout à fait me toucher, comme si j'étais une sorte de bombe qui pourrait exploser si elle faisait le mauvais geste. Son visage était d'un sérieux absolu maintenant, plus rien du sourire poli de fête qu'elle arborait plus tôt. « Comment vous appelez-vous » me demanda-t-elle, sa voix stable et professionnelle. « Everett » réussis-je à croasser. Ma voix semblait étrange, comme si elle venait de la gorge de quelqu'un d'autre. « D'accord, Everett. Je suis Samantha. Je suis ambulancière, et j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Tout va bien se passer, mais j'ai besoin que vous restiez très immobile. Pouvez-vous faire ça pour moi? Une ambulancière? Dieu merci. Enfin, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait au lieu de rester là à faire des blagues sur ma douleur. Sentez-vous ça? Elle toucha de nouveau ma jambe, appuyant fermement contre mon mollet. Je fixai sa main, me forçant à sentir quelque chose, n'importe quoi, mais c'était comme regarder quelqu'un toucher un mannequin. Je pouvais le voir se produire, mais il n'y avait aucune sensation, aucune connexion entre ce que mes yeux voyaient et ce que mon corps aurait dû ressentir. Non, murmurai-je. Rien. Elle hocha la tête d'un air sombre et sortit son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, Brent décida d'ouvrir à nouveau sa grande bouche. « Allez, Sam » dit-il avec ce rire forcé qui signifiait qu'il commençait à être nerveux. C'était juste une bousculade, les gars. Il a probablement juste le souffle coupé, vous savez? Peut-être un claquage ou quelque chose comme ça. Une bousculade? Bon sang, il appelait toujours ça une bousculade. Samantha ne le regarda même pas. Brent, j'ai besoin que tu te taises et que tu recules, tout de suite. Et, il n'y a pas besoin d'être. Il y a toutes les raisons, sa voix était glaciale. Tu viens de jeter un homme adulte en arrière sur des marches en béton. Il ne sent plus ses jambes. Ce n'est pas une bousculade. C'est une urgence médicale. Et si tu ne te pousses pas de mon chemin pour que je puisse l'aider, je te ferai arrêter pour entrave aux soins médicaux. Ça la fait taire très vite. Le visage de Brent est passé de suffisant à pâle en environ 2 secondes. Bien. Peut-être qu'il commençait à comprendre que ce n'était pas juste une de ces stupides farces. Tracy, par contre, était toujours en mode déni total. Elle s'est approchée en titubant, ce cocktail toujours serré dans sa main parfaitement manucurée comme une sorte de doudou. Samantha, ne penses-tu pas que tu es un peu dramatique? Elle utilisait cette voix, celle qu'elle utilisait quand elle essayait de gérer une situation sans vraiment y faire face. Everett a toujours eu tendance à, vous savez, faire paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Il est probablement juste fatigué du travail. Fatigué du travail? Comme si l'épuisement faisait que vos jambes cessent de fonctionner. Madame, dit Samantha sans me quitter des yeux, votre mari a subi ce qui semble être un traumatisme médulaire important. Il n'a aucune sensation ni mouvement dans ses membres inférieurs. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas du cinéma. C'est une blessure potentiellement invalidante qui nécessite une intervention médicale immédiate. Blessure invalidante. Les mots m'ont frappé comme un autre coup de poing dans le ventre. Je savais que c'était grave, mais l'entendre énoncé comme ça par quelqu'un qui savait de quoi il parlait le rendait réel d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Samantha composait déjà le 911, tenant le téléphone à son oreille d'une main tout en gardant l'autre positionnée près de moi, prête à arrêter quiconque tenterait de me déplacer. Ici Samantha Rodriguez, ambulancière hors service, dit-elle au téléphone, sa voix nette et professionnelle. J'ai besoin d'une ambulance au 1247 Oakwood Drive. Homme adulte, environ 34 ans. Possible lésion de la moelle épinière suite à un traumatisme contondant dans la région lombaire. Le patient est conscient et alerte mais signale une perte complète de sensations et de fonctions motrices dans les 2 membres inférieurs. La façon dont elle parlait, si calme, si précise, était à la fois rassurante et terrifiante.
Rassurante parce qu'enfin, quelqu'un prenait cela au sérieux. Terrifiante parce que le langage clinique le faisait paraître encore pire que ce que j'avais imaginé. Non, n'essayez pas de déplacer le patient, continua-t-elle au téléphone. Le mécanisme de la blessure était une chute en arrière sur des marches en béton suite à un mouvement de rotation forcé. Oui, je reste en ligne. Tracy commençait à faire les 100 pas maintenant, ses talons claquant contre le béton mouillé comme un métronome comptant les secondes avant le désastre. C'est ridicule, marmonna-t-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Il va s'en sortir. Il s'en sort toujours. C'est juste. C'est juste Everett qui fait son Everett. Mais même en le disant, je pouvais entendre le doute s'insinuer dans sa voix. Peut-être qu'elle commençait enfin à réaliser que son mari allongé, immobile dans une piscine, n'était pas normal, même pour moi. Marissa se tenait à l'écart, les bras croisés, l'air de quelqu'un à qui on venait d'annuler Noël. Je n'arrive pas à croire que ça arrive à ma fête, dit-elle à personne en particulier. C'était censé être parfait. Parfait, bien sûr. Parce que ma paralysie potentielle n'était vraiment qu'un inconvénient pour sa fête d'anniversaire. Les autres invités commençaient à se regrouper en petits groupes, chuchotant entre eux et me jetant des regards. Certains semblaient inquiets, d'autres juste mal à l'aise, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient partir ou rester pour le drame. L'ambulance arrive dans combien de temps, demandai-je à Samantha, surpris de la faiblesse de ma voix. 5 minutes, peut-être moins, dit-elle en couvrant le micro du téléphone. Ils envoient une équipe complète avec du matériel d'immobilisation de la colonne vertébrale. Tout va bien se passer, Everett. On va bien s'occuper de vous. 5 minutes. Dans 5 minutes, tout cela deviendrait réel d'une manière qui ne pourrait être niée ou expliquée. Dans 5 minutes, l'ambulance arriverait, et tout le monde devrait admettre que ce n'était pas juste moi qui faisais mon cinéma ou qui cherchais l'attention ou quoi que ce soit dont il s'était convaincu. Je pouvais déjà entendre les sirènes au loin, devenant de plus en plus fortes. Le son de ma vie qui changeait pour toujours, une plainte à la fois. Les sirènes se sont intensifiées jusqu'à ce qu'elles soient juste au-dessus de nous, puis se sont soudainement tues, laissant un silence étrange qui semblait plus lourd que tout le bruit qui avait précédé. J'entendais des portières de voitures claquer, des conversations radio, le son du matériel qu'on déplaçait, des voix professionnelles qui tranchaient le calme de la banlieue comme si elles étaient chez elles. Le premier à franchir le portail fut l'agent Riley. J'ai pu voir son badge nominatif quand il s'est agenouillé à côté de Samantha. Un grand gaillard, probablement dans la quarantaine, avec le genre de calme qui vient de ceux qui en ont trop vu pour être secoués par quoi que ce soit. Son uniforme était impeccable, son insigne poli, et il avait ce regard de flic dans les yeux, celui qui ne manque rien et juge tout. « Qu'est-ce qu'on a ici » demanda-t-il à Samantha, mais ses yeux balayaient déjà la scène, observant le béton mouillé, la piscine, la foule de gens sur leur 31 qui avaient l'air mal à l'aise. « Homme adulte, traumatisme médulaire suite à une chute » dit Samantha, toujours en mode professionnel. Événement dont j'ai été témoin. Aucune sensation ni mouvement en dessous de la taille. Riley hocha la tête et sortit un petit carnet. Et vous êtes ? Samantha Rodriguez, ambulancière pour Métro Ouest. Je suis hors service, mais j'étais là quand c'est arrivé. L'équipe de l'ambulance est arrivée ensuite, 2 femmes en uniforme bleu marine assorties, se déplaçant avec cette efficacité rodée que les secouristes acquièrent après des années à gérer les pires jours des autres. La plus âgée, une femme noire aux cheveux parsemés d'argent et aux yeux bienveillants, s'est agenouillée à côté de moi pendant que sa partenaire commençait à déballer du matériel d'un sac jaune vif. « Bonjour, je suis Cassidy, dit-elle, sa voix chaude mais professionnelle. C'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Everett, réussis-je à dire. J'avais la bouche sèche comme du sable, et ma voix semblait venir du fond d'un puits. D'accord, Everett. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ? C'était le moment. Le moment de vérité. Je sentais les yeux de tout le monde sur moi. Tracy, Brent, Marissa, tous les invités de la fête qui riaient quelques minutes auparavant. Ils attendaient tous de voir quelle histoire j'allais raconter, espérant probablement que je minimiserais, que je ferais passer ça pour un accident, pour préserver la paix comme je le faisais toujours. Mais allongé là, sur ces marches en béton, incapable de sentir la moitié de mon corps, quelque chose avait changé en moi. Peut-être que c'était la douleur, peut-être la peur, ou peut-être simplement le fait d'avoir enfin plusieurs personnes qui m'écoutaient vraiment au lieu de me dire de marcher un peu.
Brent m'a soulevé et m'a jeté, dis-je, les mots sortant plus clairs et plus forts que je ne l'aurais cru. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais pas le faire. Il m'a attrapé quand même, m'a fait tourner et m'a jeté en arrière sur ses marches. Je ne peux plus bouger mes jambes. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre la mâchoire de Tracy tomber. Je pouvais sentir la panique de Brent irradier à travers la terrasse comme la chaleur d'un feu. Ce n'était pas l'histoire qu'il voulait que je raconte. Ce n'était pas moi étant bon joueur à propos de leur amusement familial. Cassidy hocha calmement la tête et regarda l'agent Riley. « Vous prenez ça en note ?» Chaque mot, dit-il en griffonnant dans son carnet. Puis il leva les yeux vers la foule. « Je vais devoir parler à tous ceux qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Personne ne part tant que je n'ai pas recueilli toutes les dépositions. » C'est alors que Tracy décida de passer à l'action. Elle s'est approchée avec ses talons ridicules, tenant toujours ce fichu cocktail comme si c'était un accessoire. « Agent, je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit-elle avec cette voix qu'elle utilisait quand elle essayait de se sortir d'une situation par le charme. « Mon mari est juste. Il a fait beaucoup de double service dernièrement. Il est épuisé. Parfois, quand il est fatigué, il est un peu confus, vous savez ? Confus. » Elle essayait vraiment de dire à un flic que j'étais confus sur ce qui venait d'arriver à mon propre corps. Cassidy ne regarda même pas Tracy. Elle était occupée à vérifier mes pupilles avec une petite lampe de poche, à tester mes réflexes, à faire toutes ces choses médicales qui me dépassaient complètement. « Pouvez-vous remuer vos orteils pour moi, Everett ? » J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé si fort. J'ai fixé mes pieds, leur ordonnant de bouger, concentrant chaque once d'énergie qu'il me restait, mais c'était comme essayer d'utiliser une télécommande avec des piles mortes. Le signal ne passait tout simplement pas. Non, dis-je, et le mot est sorti plus petit que je ne l'avais voulu. Je ne les sens pas du tout. Cassidy échangea un regard avec sa partenaire, un de ces regards professionnels qui en disaient plus que les mots. Puis elle se tourna vers l'agent Riley. « Nous devons traiter cela comme une agression potentielle avec blessure corporelle grave, dit-elle à voix basse, mais pas si bas que je ne puisse l'entendre. Ce n'est pas un traumatisme accidentel. D'après le récit du patient et le mécanisme de la blessure, cela semble être une agression intentionnelle. » Le mot a résonné dans l'air comme un coup de tonnerre. Soudain, ce n'était plus seulement un incident familial ou une fête qui avait mal tourné. C'était une scène de crime. Brent a dû l'entendre aussi, car il a commencé à reculer du groupe. « Attendez une fichue minute, » dit-il, sa voix devenant plus aiguë et plus défensive. C'était juste pour rigoler. Des trucs de mec. Il fait son cinéma comme d'habitude. « Monsieur, je vais vous demander de rester où vous êtes, » dit l'agent Riley sans lever les yeux de son carnet. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier en dessous. « Et je vais vous demander d'arrêter de parler jusqu'à ce que je sois prêt à prendre votre déposition. » C'est des conneries, marmonna Brent, mais il arrêta de bouger. Cassidy était en train de m'attacher une sorte d'équipement de surveillance sur la poitrine pendant que sa partenaire préparait ce qui ressemblait à une longue planche jaune. « Everett, nous allons vous immobiliser et vous transporter à l'hôpital. Je ne vais pas vous mentir, c'est grave. Mais vous êtes entre de bonnes mains maintenant, d'accord ?» Elle parlait à la radio avec le central, sa voix professionnelle et urgente. Unité 47 demande un renfort de police à l'emplacement actuel. Agression présumée avec blessure corporelle. Le patient est un homme de 34 ans avec un traumatisme médulaire apparent suite à une agression physique présumée. Tout s'est arrêté. Les invités de la fête, les plaintes de Tracy, même le drame de l'anniversaire de Marissa. Tout s'est figé parce que ces mots rendaient la chose officielle. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une bousculade. Ce n'était pas moi qui faisais mon cinéma. C'était une agression. Et tout le monde à cette fête de piscine chic était sur le point de devenir témoin dans une affaire criminelle. L'agent Riley leva les yeux de son carnet et scruta la foule avec ses yeux de flic perçants. Comme je l'ai dit, personne ne bouge. C'est maintenant une enquête active. Les gyrophares bleus de sa voiture de patrouille clignotaient toujours, projetant des ombres alternées et une lumière crue sur tout, rendant la scène surréaliste, comme quelque chose sorti d'une série policière télévisée plutôt qu'une fête d'anniversaire en banlieue. Mais c'était réel. Enfin, terrifiant, complètement réel. Le trajet en ambulance fut un tourbillon de sirènes,
de conversations radio et de la voix stable de Cassidy qui me guidait à travers chaque bosse et chaque virage. Il m'avait attaché à cette planche dorsale jaune plus serrée qu'un cadeau de Noël, ma tête immobilisée entre des blocs de mousse qui me donnaient l'impression d'être piégé dans une sorte de camisole de force médicale. Chaque nid de poule que nous heurtions envoyait une secousse dans mon corps que je pouvais sentir dans le haut de mon dos, mais nulle part ailleurs un rappel constant que quelque chose n'allait vraiment, fondamentalement pas chez moi. L'hôpital général d'East Haven ressemblait exactement à tous les hôpitaux que j'avais vus dans les films, tout en verre et en béton, avec cette odeur stérile et antiseptique qui vous frappe dès que les portes de l'ambulance s'ouvrent. Mais ce n'était pas un film. C'était ma vie. Et on me faisait traverser ces portes automatiques sur un brancard, fixant des néons qui semblaient s'étirer à l'infini. Les urgences étaient étonnamment calmes pour un samedi soir. Fraîches, efficaces, avec cette urgence feutrée que les hôpitaux maîtrisent si bien. Les infirmières en blouse colorée se déplaçaient comme si chaque pas était chorégraphié, et tout le monde semblait savoir exactement ce qu'ils faisaient, sauf moi. J'étais juste une cargaison à ce stade, transférée d'un groupe de professionnels à un autre comme un colis en cours de livraison. On m'a emmené dans une chambre qui sentait le désinfectant et la peur. Les murs étaient de ce beige hospitalier censé être apaisant mais qui rend tout stérile et froid. Il y avait une horloge au mur qui faisait un tic-tac assez fort pour compter les secondes de ma terreur et une fenêtre qui donnait sur le parking où des gens normaux vivaient leur vie normale. Le docteur Neil Patterson s'est présenté pendant que les infirmières me branchaient à diverses machines qui bipaient et bourdonnaient comme une sorte d'orchestre électronique. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 45 ans, avec des cheveux grisonnants et le genre de contact rassurant avec les patients qui prend probablement des années à perfectionner. « Everett, je suis le docteur Patterson, dit-il en tirant une chaise pour s'asseoir à mon niveau. Je comprends que vous avez vécu une sacrée épreuve aujourd'hui. Les ambulanciers m'ont informé de ce qui s'est passé, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Pouvez-vous me parler de la chute ? Alors, je lui ai tout raconté à nouveau. Brent qui m'attrape, me fait tourner, me jette en arrière sur ses marches en béton. Le craquement que j'ai entendu en heurtant le sol. La façon dont mes jambes ont simplement cessé de fonctionner. Le docteur Patterson a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette, hochant la tête au bon moment. Nous allons devoir faire des examens d'imagerie, dit-il quand j'eus fini. En commençant par une IRM de votre colonne vertébrale. Je sais que ça peut paraître effrayant, mais nous devons voir exactement à quoi nous avons affaire avant de pouvoir prendre des décisions sur le traitement. Effrayant ne commençait même pas à décrire ce que je ressentais. Je n'avais jamais passé d'IRM auparavant, mais j'en avais entendu parler. Les bruits forts, les espaces confinés, la façon dont ils pouvaient voir à l'intérieur de votre corps et vous dire des choses que vous ne vouliez pas savoir. Mais quel choix avais-je ? Je ne sentais plus mes jambes, ne pouvais rien bouger en dessous de ma taille. J'avais besoin de réponses, même si ces réponses allaient détruire ma vie. L'appareil d'IRM ressemblait à quelque chose sorti d'un film de science-fiction, cet immense tunnel blanc qui bourdonnait d'une énergie à peine contenue. Ils m'ont glissé à l'intérieur comme si j'étais donné en pâture à une sorte de monstre technologique. Et pendant les 45 minutes suivantes, j'ai écouté des bruits qui appartenaient à un chantier de construction, pas à un hôpital. Des cognements, des vrombissements, des clics-tips comme si quelqu'un construisait une maison autour de ma tête. J'ai essayé de ne pas penser à ce qu'il pourrait trouver, de ne pas imaginer les pires scénarios qui se rejouaient dans ma tête comme un disque rayé. Fauteuil roulant, paralysie, ne plus jamais marcher, ne plus jamais pouvoir travailler, subvenir à mes besoins, n'être rien de plus qu'un fardeau. Quand ils m'ont finalement sorti de cette machine, le docteur Patterson attendait avec un autre médecin. Une femme cette fois, plus âgée, avec des cheveux argentés et le genre d'expression sérieuse qui vous fait tomber l'estomac avant même que quiconque ne dise un mot. « Everett, voici le docteur Céleste Warren, dit le docteur Patterson. C'est notre spécialiste de la colonne vertébrale, et elle a examiné vos images. » Le docteur Warren a tiré une chaise de l'autre côté de mon lit et a ouvert une tablette qui montrait ce qui ressemblait à des coupes transversales de mon dos. Des images en noir et blanc qui ne signifiaient rien pour moi mais qui lui disaient apparemment tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Everett, dit-elle, sa voix douce mais directe, vous avez une fracture récente dans votre colonne lombaire, plus précisément au niveau de la vertèbre L2. C'est ce qui cause vos symptômes actuels. Une fracture. Je m'étais cassé le dos. Les mots m'ont frappé comme une autre chute, un autre craquement contre le béton. Cependant, ce n'est pas tout ce que nous avons trouvé, le docteur Warren n'avait pas fini.
Elle a fait défiler d'autres images sur sa tablette, pointant des zones qui semblaient endommagées, même à mon œil non averti. Nous avons également découvert 3 fractures plus anciennes dans votre colonne vertébrale, L4, T9 et T11. Ce sont de vieilles blessures, Everett. Certaines semblent dater de plusieurs mois, voire d'années. La pièce s'est mise à tourner. Pas métaphoriquement, littéralement, comme si j'étais de retour sur cette terrasse de piscine, projetée par Brent. Mais c'était pire que d'être projeté. C'était tout mon passé qui était réécrit en images médicales en noir et blanc. De vieilles blessures, réussis-je à murmurer. Oui, dit le docteur Patterson en se penchant en avant. Toutes ces fractures montrent des signes de traumatisme contondant répétés. Elles sont à différents stades de tentative de guérison, ce qui suggère qu'elles se sont produites à différents moments sur une longue période. Traumatisme contondant répété. Le langage clinique rendait cela si stérile, si objectif. Mais je savais ce que cela signifiait. Toutes ces fois où Brent avait joué avec moi. Toutes ces chutes dans les escaliers que Tracy qualifiait de simple maladresse de ma part. Toutes ces fois où j'avais heurté des murs ou des meubles pendant ces jeux, et où on m'avait dit que je faisais du cinéma quand je me plaignais de la douleur. Ma colonne vertébrale avait gardé le score tout ce temps. Chaque poussée, chaque lancé, chaque accident qui n'était pas vraiment un accident. Tout était là, dans ces images d'IRM, documentées dans l'os et le tissu comme un casier judiciaire médical. Le trampoline, dis-je soudainement, le souvenir me frappant comme un coup physique. L'été dernier, Brent a dit qu'on devrait se battre sur le trampoline. Je suis tombé, j'ai heurté le cadre. Tracy a dit que j'allais bien. Les escaliers, continuai-je, d'autres souvenirs affluents. Il y a 3 mois, je suis tombé dans les escaliers chez eux. Brent a dit que j'avais trébuché, mais il était juste derrière moi. Je n'ai pas pu me tenir droit pendant une semaine. Le docteur Warren et le docteur Patterson ont échangé un regard que je commençais à reconnaître. Le regard qui signifiait qu'ils avaient déjà vu ça, qu'ils savaient exactement ce que ces vieilles fractures représentaient. Everett, dit doucement le docteur Warren, votre colonne vertébrale nous raconte une histoire. Et ce n'est pas une histoire d'accident. On a frappé à la porte de ma chambre d'hôpital vers 20h ce soir-là, juste au moment où les infirmières changeaient de service et que le couloir prenait cette sensation de calme et de quiétude que les hôpitaux ont après les heures de visite. J'étais encore en train de digérer tout ce que les médecins m'avaient dit, essayant de me faire à l'idée que mon propre corps avait documenté des années de maltraitance sans même que je m'en rende compte. Everett ? Une voix de femme, professionnelle mais pas méchante. Je suis l'inspectrice Anaka Ford du département de police de métro. Ça vous dérange si j'entre ? L'inspectrice Ford n'était pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être que c'était toutes ces séries policières à la télé, mais je m'imaginais un vieux type bourru avec une barbe de 3 jours et une mauvaise attitude. Au lieu de cela, elle avait peut-être 40 ans, des cheveux naturels courts et des yeux bruns intelligents qui semblaient tout absorber d'un coup. Elle portait un simple blazer noir et se déplaçait avec le genre de confiance tranquille qui vient de ceux qui savent exactement ce qu'ils font. L'agent Riley m'a demandé de suivre ce qui s'est passé à la fête aujourd'hui, dit-elle en tirant la chaise visiteur et en s'installant comme si elle avait tout son temps. Comment vous sentez-vous ? Comme si j'avais été percuté par un camion, dis-je, ce qui était probablement la chose la plus honnête que j'ai dite de toute la journée. Sauf que le camion s'appelait Brent, et apparemment il me percute depuis des années. Elle a souri à ça. Pas un sourire heureux, mais le genre de sourire qui disait qu'elle avait entendu des histoires pires et n'était pas choquée par la mienne. Je fais ce travail depuis 15 ans, Everett. J'ai vu beaucoup de choses. Ce que je vois ici ce soir, c'est un schéma, et les schémas racontent des histoires. Elle a sorti une tablette et a ouvert ce qui ressemblait à un fichier vidéo. Avant d'entrer dans les détails, je veux vous montrer quelque chose. Un des invités à la fête a enregistré ce qui s'est passé. Ça vous va de le regarder ? J'ai hoché la tête. Même si une partie de moi ne voulait pas le voir, ne voulait pas revoir ma propre humiliation et ma douleur en haute définition. Mais une autre partie de moi, celle qu'on avait qualifiée de dramatique et de chercheuse d'attention pendant des années, avait besoin de voir la preuve. La vidéo était tremblante, manifestement filmée avec un téléphone, mais elle avait tout capturé. J'étais là, debout près de la piscine dans mes vêtements de travail, essayant clairement de ne pas déranger. On pouvait me voir reculer quand Brent s'est approché. On pouvait m'entendre dire non. On pouvait voir le moment exact où il m'a attrapé le bras.
Bref, montrons à ces gens ce qu'est du vrai plaisir. La voix de Brent était limpide sur l'enregistrement, forte et bruyante, comme s'il se donnait en spectacle. Puis est venue la rotation. Le voir de l'extérieur était en quelque sorte pire que de le vivre. Je pouvais voir à quel point j'avais l'air impuissant, complètement à la merci de Brent. La façon dont il m'a jeté n'était pas joueuse, c'était violent, délibéré, comme s'il essayait de me faire mal et se fichait de qui le voyait. Le craquement quand j'ai heurté ces marches en béton était audible, même à travers le petit haut-parleur du téléphone. Sec et final, comme un coup de feu. Et puis est venu le pire, les rires. Tant de rires pendant que j'étais allongé là, incapable de bouger. Arrête de faire le bébé. La voix de Tracy a percé l'enregistrement, dégoulinant de mépris et d'embarras. On pouvait la voir en arrière-plan, levant les yeux au ciel, plus préoccupée par ce que les autres invités pensaient que par son mari allongé, immobile dans la piscine. L'inspectrice Ford a mis la vidéo en pause. Que voyez-vous quand vous regardez ça, Everett? Je vois une agression, dis-je, surpris de la fermeté de ma voix. Je vois mon beau-frère m'attaquer pendant que ma femme restait là à regarder sans rien faire. C'est exactement ce que je vois aussi. Elle a pris quelques notes sur sa tablette. L'agent Riley m'a dit que vous aviez mentionné que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait. Les médecins m'ont montré vos résultats d'IRM. 3 vieilles fractures, toutes compatibles avec le genre de traumatisme que nous venons de regarder. Alors, je lui ai tout raconté. L'incident du trampoline où Brent m'avait fait tomber du bord en se battant avec moi et j'avais heurté le cadre en métal assez fort pour me casser une côte, bien que nous ne le savions pas à l'époque car Tracy m'avait convaincu que je faisais mon cinéma à propos de la douleur. Les escaliers à Thanksgiving où Brent m'avait, accidentellement, bousculé par derrière et m'avait fait dévaler un escalier en béton. La fête à la piscine 2 étés auparavant où il m'avait maintenu la tête sous l'eau pour plaisanter jusqu'à ce que je m'évanouisse presque. Chaque fois, il y avait une excuse. Chaque fois, c'était juste, Brent qui fait son Brent, juste, un amusement familial qui est allé un peu trop loin. Chaque fois, c'était moi qui étais trop sensible, trop dramatique, trop incapable d'accepter une blague. Et votre femme, demanda l'inspectrice Ford. Quelle était sa réaction à ces incidents? C'était la partie la plus difficile à aborder, car si Brent était celui qui me faisait physiquement mal, Tracy était celle qui s'assurait que je ne riposte jamais, que je ne me plaigne jamais, que je ne me défende jamais. C'est elle qui m'a convaincu que c'était normal, que c'était juste la façon dont sa famille montrait son affection. Elle a toujours pris son parti, dis-je. Toujours. Si je me plaignais d'être blessé, elle me disait que je l'embarrassais. Si j'essayais d'éviter ses jeux, elle disait que j'étais asocial. Elle m'a fait sentir que j'étais le problème pour ne pas vouloir être projeté par son frère. L'inspectrice Ford a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu cette histoire. Ça s'appelle la complicité, Everett. Et dans certaines juridictions, cela peut être considéré comme une forme de violence en soi. Votre femme avait le devoir de vous protéger, et au lieu de cela, elle a participé à un schéma de préjudice qui a duré des années. Un schéma de préjudice. Cette phrase m'a frappé comme une autre révélation, car c'est exactement ce que c'était. Pas une série d'accidents ou de farces qui ont mal tourné, mais une campagne de violence délibérée et soutenue qui avait été normalisée et excusée jusqu'à ce que je ne la reconnaisse même plus comme de la violence. La bonne nouvelle, a poursuivi l'inspectrice Ford, c'est que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour monter ce dossier. La preuve vidéo est claire et sans ambiguïté. Les preuves médicales montrent un schéma documenté de blessures. Nous avons des dépositions de témoins des invités de la fête, y compris l'ambulancière qui vous a soigné. Elle a fait une pause et m'a regardé directement. Sur la base des preuves, nous portons des accusations contre Brent pour coups et blessures. Étant donné la gravité de vos blessures et le schéma que nous avons découvert, nous envisageons également des accusations de voies de fait grave et potentiellement de violence domestique par procuration. Et pour Tracy, ai-je demandé. C'est plus compliqué, mais nous constituons un dossier pour négligence conjugale et entrave à la justice. Elle vous a activement empêché de chercher de l'aide pour des blessures antérieures et a créé un environnement où la violence pouvait se poursuivre sans contrôle. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la validation. Quelqu'un en position d'autorité me disait enfin que ce qui m'était arrivé était mal, que je n'étais pas dramatique ou hypersensible, que je méritais mieux que d'être utilisé comme divertissement par la famille de ma femme. Et maintenant, que se passe-t-il, ai-je demandé.
L'inspectrice Ford a fermé sa tablette et s'est levée. Maintenant, nous nous assurons que cela ne vous arrivera plus jamais. Et nous nous assurons que Brent subisse les conséquences de ce qu'il a fait pas seulement aujourd'hui, mais depuis des années. Elle m'a tendu sa carte. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, de tout autre incident, appelez-moi. Votre colonne vertébrale a gardé des archives, Everett. Il est maintenant temps que le système judiciaire fasse de même. La nouvelle de l'arrestation de Brent a frappé la famille comme une bombe explosant dans un quartier calme. Je l'ai appris vers minuit lorsque Tracy a débarqué en trombe dans ma chambre d'hôpital, le visage rouge de fureur et la voix tremblante de cette rage que je l'avais vue diriger contre des vendeurs et des serveurs de restaurants, mais jamais vraiment contre moi. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, siffla-t-elle, en gardant la voix assez basse pour que les infirmières n'entendent pas, mais assez forte pour que je reçoive toute la force de sa colère. Ils ont arrêté mon frère, Everett. Ils lui ont mis les menottes devant les voisins. Madame Henderson était dehors en train d'arroser ses plantes et a tout vu. Madame Henderson. Bien sûr, c'est ce qui la préoccupait, ce que les voisins penseraient, l'image que cela donnerait à son précieux cercle social. Pas que son mari soit allongé dans un lit d'hôpital avec la colonne vertébrale brisée, mais que la réputation de la famille puisse en prendre un coup. Tracy, commençai-je, mais elle m'a coupé d'un geste de la main. Ne dis rien. Vraiment, ne dis rien. C'est exactement le genre de drame auquel j'aurais dû m'attendre de ta part. Tu ne pouvais pas simplement laisser tomber, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas simplement accepter que c'était un accident et passer à autre chose comme une personne normale l'aurait fait. Un accident. Même maintenant, même avec moi allongé ici, paralysé de la taille aux pieds, elle appelait toujours ça un accident. Comme si les images de l'IRM montrant des années de fractures étaient le fruit de mon imagination. Comme si la preuve vidéo était une sorte de canular élaboré que j'avais monté pour attirer l'attention. Les médecins ont trouvé 3 autres fractures dans ma colonne vertébrale, dis-je, en essayant de garder ma voix calme et raisonnable. Des anciennes, Tracy, de toutes ces autres fois où ton frère a joué avec moi. Il ne s'agit pas d'un seul incident. Il s'agit d'années de violence que tu as aidé à dissimuler. Son rire était sec et amer, le genre de son qui pourrait couper du verre. De la violence ? Oh, c'est la meilleure. Tu appelles des chamailleries familiales normales de la violence maintenant. Mon Dieu, Everett, pas étonnant que tu ne puisses pas gérer un vrai travail ou te faire de vrais amis. Tu es trop occupé à jouer la victime pour vivre réellement ta vie. Voilà. Le même schéma qui m'avait piégé pendant des années, transformer ma douleur en mon échec, faire de mes blessures des défauts de caractère, faire de moi le problème pour avoir été blessé au lieu de s'attaquer à la personne qui me blessait. Mais quelque chose était différent maintenant. Peut-être que c'était les analgésiques. Peut-être que c'était le fait d'avoir enfin des professionnels de la santé et des forces de l'ordre qui me prenaient au sérieux. Ou peut-être que c'était juste que j'avais touché le fond et que je n'avais nulle part où tomber. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé à parler d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Il m'a jeté contre des marches en béton, Tracy. Exprès. Et tu es resté là à regarder sans rien faire. Tu m'as dit de marcher un peu quand je ne sentais plus mes jambes. Quel genre de femme fait ça? Le genre de femme qui est mariée à un homme qui ramène tout à lui, a-t-elle rétorqué. Sais-tu ce que cela va faire à ma famille? À ma carrière? Je travaille dans les relations publiques, Everett. Comment penses-tu que ça va paraître quand les gens apprendront que mon mari porte plainte contre mon frère pour s'être amusé lors d'une fête de famille? Sa carrière, sa famille, sa réputation. Pas une seule fois dans toute cette conversation elle n'avait demandé comment j'allais, si j'avais mal, ce que les médecins avaient dit sur mon pronostic. Tout tournait autour d'elle et de la façon dont ma blessure dérangeait sa vie. C'est alors que l'agent Riley est apparu dans l'embrasure de la porte, son expression sombre. Madame Henderson, je dois vous parler. Tracy se tourna vers lui avec ce faux sourire qu'elle utilisait avec les figures d'autorité, celui qui disait qu'elle était une personne raisonnable qui pourrait sûrement régler n'importe quel malentendu. Agent, je pense qu'il y a eu une certaine confusion sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon mari a tendance à exagérer. Madame, vous faites l'objet d'une enquête pour négligence conjugale et entrave à la justice, a déclaré Riley, tranchant net son offensive de charme. L'inspectrice Ford a examiné le dossier, et votre comportement, aujourd'hui et au cours des dernières années, suggère un schéma de complicité dans la violence et d'empêchement pour votre mari de recevoir des soins médicaux appropriés.
La couleur a quitté le visage de Tracy si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. C'est ridicule. Je ne ferai jamais. Vous avez dit à un homme avec une blessure à la colonne vertébrale de marcher un peu, a poursuivi Riley. Vous avez rejeté sa douleur comme un comportement de recherche d'attention. Vous l'avez activement découragé de signaler des blessures antérieures. Ce n'est pas du soutien conjugal, madame. C'est de la négligence criminelle. Tracy m'a regardé comme si c'était de ma faute, comme si j'avais orchestré tout ça juste pour lui rendre la vie difficile. Everett, dis-lui. Dis-lui que je ne suis pas, dis-lui que tout ça est un malentendu. Mais je ne pouvais pas, parce que ce n'était pas un malentendu. C'était exactement ce que ça semblait être, une femme qui avait passé des années à permettre la violence de son frère contre son mari parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur sa famille. L'explosion est survenue vers 2 heures du matin. Pas littéralement, bien que ça en ait eu l'air, mais émotionnellement, quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages textes de la famille élargie de Tracy. Marissa était furieuse que sa fête d'anniversaire ait été gâchée par mon drame. Leurs parents menaçaient de me poursuivre en justice pour diffamation. Des cousins, des tantes et des oncles que je connaissais à peine donnaient leur avis sur le fauteur de troubles que j'étais, sur ma jalousie de toujours envers Brent, sur la façon dont je déchirais la famille avec mes mensonges. Les messages continuaient d'arriver, chacun plus vicieux que le précédent. Ils me dépeignaient comme un menteur manipulateur et avide d'attention qui avait fabriqué des années de sévices juste pour détruire la vie d'un homme innocent. Ils disaient que j'étais faible, pathétique, indigne du nom de famille Henderson. Ils disaient que Tracy méritait mieux qu'un mari qui trahirait sa famille de cette façon. Je me noyais dans leur colère, suffoquant sous le poids de leur déni collectif, quand j'ai entendu frapper à ma porte. Doucement, avec hésitation, rien à voir avec l'entrée agressive que Tracy avait faite plus tôt. Everett ? La voix était familière mais lointaine, comme entendre quelqu'un appeler votre nom de l'autre côté d'un lac. C'est Talia. Ma sœur. Je n'avais pas vu Talia depuis presque 2 ans, pas depuis que Tracy m'avait convaincu qu'elle était jalouse de notre mariage et qu'elle essayait de semer la zizanie entre nous. En y repensant maintenant, je réalisais que Tracy m'avait systématiquement isolé de quiconque aurait pu remettre en question ce qui m'arrivait. Talia entra prudemment dans la pièce, comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, ses cheveux bruns parsemés de gris, des rides d'inquiétude autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Mais quand elle m'a vu allongé dans ce lit d'hôpital, son visage s'est crispé d'une douleur qui semblait presque physique. « Oh, Everett » murmura-t-elle, et soudain, elle était à côté de mon lit, prenant ma main dans les siennes. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis venu dès que j'ai pu. Talia, dis-je, et à ma surprise, ma voix est sortie craquelée et brisée. Je suis tellement désolé pour tout, pour être resté à l'écart, pour ne pas avoir appelé. Pour... Arrête, dit-elle fermement. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. J'aurais dû essayer plus fort de rester en contact. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec Tracy, avec toute cette famille, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Elle a rapproché sa chaise de mon lit et s'est penchée en avant, ses yeux intenses et concentrés. Je veux que tu saches quelque chose, Everett. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de m'inquiéter pour toi. Et je n'ai jamais cru une seule seconde que tu méritais la façon dont il te traitait. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois depuis que j'avais épousé Tracy, quelqu'un de ma famille me disait que j'avais de l'importance, que je valais la peine d'être protégé, que je méritais mieux que ce que j'avais eu. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, j'ai pleuré. L'opération a eu lieu 3 jours plus tard. Le docteur Warren l'a expliqué comme si elle parlait de réparer un moteur de voiture, des tiges, des vis et des procédures de fusion qui stabiliseraient ma colonne vertébrale et, espérons-le, me donneraient la meilleure chance de remarcher. Meilleure chance, étant l'expression clé, car personne ne pouvait rien me promettre, sauf de la douleur et un long chemin vers la guérison. Je me suis réveillé de l'anesthésie avec l'impression d'avoir été à nouveau percuté par ce même camion, sauf que cette fois, il avait fait marche arrière et m'avait écrasé plusieurs fois de plus pour faire bonne mesure. L'incision dans mon dos me donnait l'impression que quelqu'un avait passé un chalumeau sur ma colonne vertébrale, et les médicaments qu'il me donnait pour la douleur rendaient tout flou et distant, comme si je regardais ma vie arriver à quelqu'un d'autre. Mais le pire n'était pas la douleur physique. C'était la peur. Chaque jour,
je fixais mes jambes sous ces couvertures d'hôpital et je leur ordonnais de bouger, de tressaillir, de me donner un signe que l'opération avait fonctionné. Certains jours, je jurais pouvoir sentir quelque chose, un picotement ou une contraction, mais les médecins m'ont prévenu que les sensations fantômes étaient courantes et ne signifiaient pas nécessairement quelque chose. C'est alors que le docteur Amelia Rojo est entrée dans ma vie comme un sergent instructeur en blouse. Elle ne mesurait peut-être qu'1,50 m, mais elle se tenait comme si elle pouvait soulever un pick-up, avec des cheveux grisonnants tirés en une queue de cheval stricte et le genre de regard direct qui vous faisait vous redresser même quand vous étiez allongé sur le dos. « Everett », a-t-elle dit lors de notre premier jour, « je suis votre kinésithérapeute, et je vais vous dire quelque chose tout de suite qui pourrait vous énerver. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite dans votre vie. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, où vous voudrez baisser les bras et accepter que c'est le mieux que vous puissiez obtenir. Mais je ne vous laisserai pas faire. » Elle avait raison sur le fait que ce serait difficile. Mon Dieu, comme elle avait raison. La première semaine, tout ce que nous avons fait, c'est essayer de me faire asseoir sans que je m'évanouisse. Mon équilibre était fichu, ma force abdominale inexistante, et chaque mouvement me donnait l'impression que ma colonne vertébrale était tordue avec une clé à molette. J'ai vomi 2 fois le premier jour juste à cause de l'effort de rester droit. Votre corps se souvient de la douleur, disait le docteur Rojo pendant les séances qui me laissaient en sueur et tremblant. Maintenant, nous devons lui apprendre à se souvenir de la force. Pendant ce temps, le docteur Priya Jain travaillait sur ma tête pendant que le docteur Rojo travaillait sur mon corps. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais pour une conseillère en traumatologie, peut-être 35 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique et une voix qui vous donnait l'impression que vous pouviez tout lui dire. « Vous n'étiez pas faible », m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances. Vous avez été systématiquement manipulé pour croire que vous méritiez le traitement que vous avez reçu. Ce n'est pas de la faiblesse, Everett. C'est de la violence psychologique, et c'est tout aussi réel que les blessures physiques. Elle m'a aidé à mettre des mots sur des choses que je n'avais jamais pu articuler. La façon dont Tracy me faisait douter de moi-même en me faisant croire que ma douleur n'était pas réelle. La façon dont les « je » de Brent semblaient toujours s'intensifier quand j'essayais de poser des limites. La façon dont toute la famille serrait les rangs et me faisait passer pour un fou pour m'opposer à un comportement que toute personne normale reconnaîtrait comme abusif. La percée a eu lieu 6 semaines après l'opération. J'étais dans la salle de kinésithérapie, attaché à cet engin censé m'aider à réapprendre à garder l'équilibre, quand le docteur Rojo m'a dit d'essayer de me lever. J'essayais de me lever depuis des semaines sans succès, mes jambes pendantes comme un poids mort, peu importe à quel point je me concentrais. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Quand j'ai concentré toute mon énergie pour pousser sur mes pieds, j'ai senti quelque chose. Pas une sensation normale, rien de proche de ce que je ressentais avant, mais quelque chose, une connexion entre mon cerveau et mes jambes qui n'était pas là auparavant. Putain, murmurai-je en réussissant à supporter une partie de mon propre poids pendant environ 3 secondes avant de m'effondrer à nouveau dans le harnais de sécurité. Le docteur Rojo souriait comme si elle venait de gagner à la loterie. Avez-vous senti ça? J'ai senti quelque chose, dis-je. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, j'ai ressenti autre chose aussi. De l'espoir. Le palais de justice n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. J'avais peut-être regardé trop de séries judiciaires, mais je m'étais imaginé quelque chose de grandiose et d'intimidant. Au lieu de cela, c'était juste un bâtiment ordinaire avec des néons et une moquette usée qui sentait le vieux café et l'anxiété. Mais entrer dans cette salle d'audience avec ma canne et ma démarche chancelante, c'était comme entrer dans le moment le plus important de ma vie. L'avocat de Brent était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de quelqu'un qui défendait le cas d'agression d'un gosse de riche, costume cher, cheveux gominés et le genre de sourire condescendant qui disait qu'il pensait que toute cette affaire était indigne de lui. Pendant les déclarations liminaires, il a dépeint Brent comme un père de famille aimant s'amuser dont la farce inoffensive avait été démesurément grossie par un beau-frère hypersensible avec un historique de comportement dramatique. « Mesdames et messieurs les jurés », a-t-il dit en désignant Brent comme s'il présentait un élève primé, il ne s'agissait de rien de plus qu'une bousculade familiale typique qui a malheureusement entraîné un accident. Mon client n'a jamais eu l'intention de causer du tort, et la tentative du ministère public de criminaliser un comportement fraternel normal est, franchement, ridicule. Comportement fraternel normal. Même dans une salle d'audience, ils essayaient toujours de me faire porter le chapeau pour ne pas avoir su accepter une blague. Mais ensuite, les preuves ont commencé à affluer, et leur histoire s'est effondrée comme un château de cartes dans un ouragan.
La procureure, une femme brillante nommée Sandra Martinez, a méthodiquement exposé l'affaire pièce par pièce. D'abord, il y a eu la vidéo de la fête, projetée sur un grand écran où tout le monde pouvait voir exactement à quel point la farce de Brent avait été violente. La salle d'audience était silencieuse comme la mort pendant qu'il me regardait être tourné et jeté comme une poupée de chiffon. On pouvait entendre le rire de Brent sur l'enregistrement, voir la force délibérée qu'il a utilisée, regarder le moment exact où mon corps s'est écrasé contre ces marches en béton. Il n'y avait rien de joueur là-dedans. Puis est venu le docteur Warren avec les images de l'IRM. Elle a affiché ses photos en noir et blanc de ma colonne vertébrale sur un écran et a expliqué chaque fracture au jury comme si elle lisait un manuel de médecine. 3 fractures antérieures, toutes compatibles avec un traumatisme contondant. L4, T9, T11. Ces blessures se sont produites sur une période de plusieurs années et montrent un schéma clair de sévices répétés. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'avais peur que ma voix tremble ou que je trébuche sur mes mots. Mais alors que j'étais assis sur ce banc des témoins, regardant le jury, quelque chose s'est déclenché. Ces gens méritaient d'entendre la vérité. Pas la version familiale édulcorée, pas le blâme de la victime dont on m'avait nourri pendant des années, mais la vérité pure et simple sur ce qui m'était arrivé. Je leur ai parlé de l'incident du trampoline, des escaliers, des jeux dans la piscine qui n'étaient pas vraiment des jeux. J'ai expliqué comment chaque blessure avait été minimisée, comment chaque plainte avait été retournée contre moi comme preuve de ma faiblesse ou de ma nature dramatique. Brent ne m'a pas seulement blessé ce jour-là à la piscine, dis-je, ma voix ferme et claire. Il me blessait depuis des années, et la famille de ma femme m'avait appris que c'était de ma faute si je n'étais pas assez costaud pour l'encaisser. Le témoignage du docteur Jane a été dévastateur. Elle a expliqué le lien traumatique, le gaslighting et la manipulation psychologique qui maintiennent les victimes de violences piégées dans des cycles de violence. Elle a clairement indiqué que ma réticence à riposter ou à signaler les incidents précédents n'était pas de la faiblesse, c'était une réponse prévisible à une violence psychologique soutenue. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Quand ils ont lu le verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation, le visage de Brent est devenu blanc. Son avocat a immédiatement commencé à parler d'appel, mais la juge n'était pas d'humeur. Monsieur Henderson, a dit la juge Patricia Monroe, en regardant directement Brent, vous avez fait preuve d'un schéma de violence envers votre beau-frère s'étalant sur plusieurs années. Vos actions étaient délibérées, calculées et ont entraîné des blessures corporelles graves. Ce tribunal vous condamne à 5 ans de prison d'État. Tracy a écopé de 18 mois de probation et d'une thérapie ordonnée par le tribunal pour complicité de violence. Alors qu'ils emmenaient Brent menotté, les derniers mots de la juge Monroe ont résonné dans la salle d'audience, vous vous êtes moqué de sa douleur, avez rejeté sa souffrance et l'avez traité comme moins qu'humain. Mais il a survécu à votre cruauté, et maintenant justice a été rendue. 18 mois plus tard, je suis debout dans ma propre cuisine, à préparer du café dans mon propre appartement, et je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie maintenant. L'endroit n'est pas grand-chose, 2 pièces dans un quartier correct avec du parquet qui grince quand je marche et des fenêtres qui laissent vraiment entrer la lumière du soleil, mais il est à moi. Personne ici ne me dit que je fais mon cinéma quand j'ai besoin de reposer mon dos. Personne ne minimise ma douleur ni ne fait de blagues sur ma claudication. La claudication est permanente, selon le docteur Warren. Certains jours, elle est à peine perceptible, d'autres jours, j'ai besoin de la canne pour me déplacer sans avoir l'air d'être ivre. Mais je marche. Contre toute attente, contre le pronostic initial qui me préparait à une vie en fauteuil roulant, je marche sur mes 2 pieds. Le travail au centre d'aide pour hommes de métro a commencé comme du bénévolat, quelque chose que le docteur Jane a suggéré pour m'aider à surmonter mon propre traumatisme en aidant les autres à surmonter le leur. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gars qui se sont fait dire que leur douleur n'avait pas d'importance, qui ont été convaincus que parler de la violence les rendait faibles ou dramatiques. Tu m'as appris à faire confiance aux silencieux, m'a dit Samantha la semaine dernière quand elle est passée au centre. Elle travaille maintenant comme infirmière spécialisée en traumatologie à l'hôpital général d'East Haven, et elle met un point d'honneur à vraiment écouter les patients qui ne font pas beaucoup de bruit à propos de leur douleur, ceux qui disent qu'ils vont bien, alors qu'ils ne vont manifestement pas bien. Tu m'as appris que silencieux ne veut pas dire que tout va bien. Je reçois encore des emails de Tracy. Elle suit une thérapie maintenant ordonnée par le tribunal au début, mais elle dit qu'elle la poursuit volontairement. Ces messages ont évolué, passant de la colère accusatrice à quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à des excuses, bien que nous n'en soyons pas encore là. Son dernier email m'accusait d'avoir tout gâché, en portant plainte,
mais il y avait moins de venin qu'auparavant. C'est peut-être un progrès. Je ne réponds plus à ces messages. Le docteur Jane appelle ça des « limites protectrices » et j'appelle ça la santé mentale. Je n'ai rien gâché. J'ai juste finalement dit la vérité sur ce qui était déjà brisé. Les scanners de l'IRM sont encadrés sur mon mur. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais écoutez-moi. Ces images en noir et blanc de ma colonne vertébrale fracturée ne sont pas seulement des dossiers médicaux. Ce sont des preuves. La preuve que je n'inventais rien, que je n'étais pas dramatique, que je n'étais pas faible de ne pas me défendre. Chaque fissure dans ces vertèbres est un document de survie. Parfois, les gens me demandent si je suis en colère pour les années que j'ai perdues, la douleur que j'ai endurée, la famille qui m'a rejeté plutôt que de reconnaître ce qu'ils m'avaient fait. La réponse honnête est que certains jours, je suis en colère, mais la plupart du temps, je suis juste reconnaissant. Reconnaissant que Samantha ait su ce qu'elle voyait quand je ne pouvais plus bouger mes jambes. Reconnaissant que le docteur Warren ait pu lire l'histoire que ma colonne vertébrale racontait. Reconnaissant que l'inspectrice Ford m'ait cru quand j'ai enfin trouvé le courage de parler. On m'a dit de marcher un peu, d'arrêter de faire le bébé, d'arrêter de tout ramener à moi. Maintenant, je marche à mes propres conditions, à mon propre rythme, vers un avenir que je me construis. Chaque pas que je fais est la preuve qu'ils avaient tort à mon sujet. Ma colonne vertébrale a peut-être été brisée, mais ma voix, elle, est maintenant entière.